Dans cette vidéo, on va énoncer et prouver un théorème utile de l'algèbre linéaire qui est le théorème du rang. Dans deux vidéos précédentes, on a introduit les notions de noyau et d'image d'une application linéaire, dont on a prouvé qu'il s'agissait d'espace vectoriel. Eh bien, le théorème du rang permet de relier le noyau à l'image à travers l'équation suivante. Rang de U, qui je le rappelle est la dimension de l'image de U, plus dim ker U est égal à la dimension de E. Voyons rapidement une application. Étudions la matrice 1, 2, 3, 0, 4, 1, que l'on peut donc voir comme une application linéaire de R3 dans R2. On a donc la dimension de E, qui est l'espace antécédent ici, qui est donc R3, qui est égal à 3. Le rang de la matrice, lui, est assez simple à voir puisqu'il s'agit de la dimension de l'espace engendré par l'image d'une base de R3 qui correspond donc au vecteur A fois 1, 0, 0 qui donne 1, 0, A fois 0, 1, 0 qui est 2, 4 et A0, 0, 1 qui est 3, 1, ça correspond aux colonnes de la matrice, eh bien on voit que l'espace engendré par ces colonnes va être supérieur ou égal à 2, puisque par exemple on peut remarquer que les deux premiers vecteurs forment clairement une famille libre, de sorte que la dimension de l'image de la matrice A va être supérieure ou égale à 2. Par ailleurs, on a vu dans la vidéo précédente que le rang de U est inférieur ou égal à la dimension de l'espace image. Or, la dimension de l'espace image, ici, on a des vecteurs de dimension 2, donc c'est de dimension 2. Et donc, le rang de U est aussi inférieur ou égal à 2. Il est donc égal à 2. On conclut donc par le théorème du rang que la dimension du noyau de U, cette fois, est égale à la dimension de E moins le rang de U, qui est égal à 3 moins 2, qui est égal à 1. Si vous n'êtes pas vraiment familier, vous n'êtes pas super à l'aise avec ce théorème du rang, je vous encourage vraiment à essayer de vérifier qu'en effet la dimension du noyau de U est effectivement égale à 1, et vous pouvez le faire en essayant de résoudre vraiment l'équation AX égale 0 et de vérifier qu'il correspond bien à un ensemble de solutions qui est de dimension 1. Petit indice, il est en fait égal à l'ensemble des 10t, t, moins 4t pour t appartenant à R, qu'on note aussi 10, 1, moins 4 fois R. Ok, on va maintenant prouver le théorème du rang. Alors il existe une preuve très élégante et à mon sens très lumineuse, mais qui est aussi très abstraite et plus difficile à comprendre, qui utilise le théorème de factorisation pour montrer que l'espace quotient E divisé par ker de U est isomorphe à l'image de U, d'où on déduit ensuite que la dimension de E divisé par le ker de U est égale au rang de U, et la dimension de E quotientée par le ker de U est égale à la dimension de E moins la dimension du noyau de U, qui est donc égale au rang de U. Donc c'est une preuve très élégante du théorème du rang, mais bon, je pense qu'elle est un petit peu compliquée, et c'est surtout très utile à mon sens de faire aussi une autre démonstration qui va être plus simple et qui va être plus spécifique aux espaces vectoriels, mais du coup va permettre de peut-être mieux sentir les espaces vectoriels. Donc je vous invite vraiment à essayer de comprendre la preuve qui vient, non pas pour savoir pourquoi est-ce que le théorème du rang est vrai, mais parce que ça va vous aider à sentir les notions de noyau et d'image, et ça va être très utile après pour comprendre l'algèbre linéaire en général. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une base E1 jusqu'à EK du noyau de U et une base G1 jusqu'à GM de l'image de U. Alors le fait que les G1 et GM sont dans l'image de U, ça veut dire qu'il existe des vecteurs F1 jusqu'à Fm tels que U de Fj est égal à Gj pour tout J. Eh bien ce que je vais prétendre, c'est que la famille E1 jusqu'à EK, F1 jusqu'à Fm, donc l'union en gros des deux familles EI et Fj, eh bien, si je prétends que cette famille-là va former une base de E, et vous voyez que le théorème du rang suit juste après, puisque si ça c'est une base de E, c'est-à-dire que la dimension de E est égale à K plus M, or K c'est la dimension de ker de U, et M c'est la dimension de l'image de U. Donc si on arrive à prouver que cette famille des EI et des FJ est une base de E, on aura prouvé le théorème du rang. En fait, on aura prouvé un petit peu plus que le théorème du rang, mais en particulier on aura prouvé le théorème du rang. Et pour montrer cela, il nous faut montrer que cette famille des EI et des FJ est bien libre et génératrice. Alors on va commencer par se concentrer sur la liberté. On va supposer qu'on a une certaine combinaison linéaire des EI et des FJ qui donne le vecteur nul égal à 0. Et donc l'idée pour pouvoir prouver que les XI et les YJ vont forcément être égaux à 0, c'est d'appliquer d'abord l'application linéaire U à tout ça. Ça va permettre d'enlever tous les EI puisqu'ils sont dans le noyau. Et on aura juste une combinaison linéaire des YJ, FJ, en fait plutôt des YJ U de FJ.
Et là, on va tomber en fait sur les GJ dont on sait que c'est une base en particulier que ça va être libre. Du coup, ça va impliquer que les YJ sont égaux à 0. Or, si les YJ sont égaux à 0, ben on va revenir à cette équation. Il ne nous restera plus que la somme des XI et EI. Et là, on va utiliser le fait que les EI forment une base et qui en particulier sont libres pour dire que les XI sont égaux à 0. Donc j'espère que vous voyez à peu près cette idée. Je pense que c'est vraiment utile d'avoir cette espèce de vision d'ensemble avant de se lancer un peu dans les détails. Ok, maintenant on est prêt à se lancer dans les détails. Allons-y. Donc on va appliquer U. On sait que U de cette combinaison linéaire va forcément être nul, puisque U du vecteur 0 est toujours égal à 0, parce que c'est une application linéaire. Donc on a 0 qui est égal à U appliqué à la somme des xi EI plus la somme des YJ FJ. Et ça, c'est la somme des xi U de EI plus la somme des YJ U de FJ. Or, les U de EI sont nuls et les U de FJ sont égaux au GJ. Du coup, ça nous donne la somme des YJ GJ. Donc on a la somme des YJ GJ, sauf que les GJ forment une base, donc en particulier ils sont libres. Donc une combinaison linéaire des GJ qui est nulle, ça impose que les coefficients YJ sont forcément égaux à 0. Donc on a fait la moitié du travail, et là on va repartir de l'équation de départ qui nous disait que la somme des XI EI plus la somme des YJ FJ est égale à 0. On sait que les YJ maintenant sont nuls, du coup on n'a plus que la somme des XI EI qui est égale à 0. Et cette fois on utilise le fait que les EI forment une base, donc une famille libre, d'où les XI sont forcément égaux à 0 pour tout i. Et donc on a bien prouvé que toutes les coordonnées étaient forcément nulles, et ça prouve bien la liberté de la famille des EI et des FJ. Il ne nous reste plus qu'à montrer que les EI et FJ forment une famille génératrice. Donc encore une fois, je vais parler du plan global de la démonstration avant d'entrer dans les détails. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un vecteur x de E, et on va essayer de le décomposer donc, comme une somme des EI et des FJ. Et ce qu'on va faire, c'est encore une fois passer avec la fonction U dans l'espace F, où on va être en fait plus exactement dans l'image de U, où on sait décomposer un élément de l'image à l'aide de la base des GJ. Ça va nous donner des coordonnées qui vont correspondre au FJ. Et ensuite, on va essayer de repasser dans E, en retranchant à X la somme des YJ, FJ que l'on aura construite. Et on remarquera que ça formera un vecteur qui est dans le noyau de l'application linéaire U. Or, on a une base du noyau, donc ça va nous permettre de décomposer ce qui manque. Et au final, on va pouvoir recomposer tout ça pour former une combinaison linéaire des EI et des FJ qui est égale à X. Donc j'espère que vous voyez encore une fois le plan global. On va plonger maintenant dans les détails. Donc on prend d'abord X dans E, puis on applique U à X, ça nous donne U de X, dont on sait qu'il est dans l'image de U. Or, on connaît une base de l'image de U, donc on sait qu'il existe des YJ tels que U de X est égal à la somme des YJ, GJ, et donc les coefficients YJ, en fait, on va considérer que c'est les bons, en fait, et ça va être les bons. Et ce qui nous reste à déterminer, c'est ce qui complète ces coefficients pour obtenir X, c'est-à-dire le complément qui manque, ça va être la Z qui est égale à X moins ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les YJ, FJ. Or, si on regarde U de Z cette fois, on voit que U de Z est égal à U de X moins la somme des YJ, GJ. Or ça, par définition des YJ, par la construction qu'on vient de faire, on sait que c'est égal à 0. Du coup, on vient de montrer que Z, le complément qui nous manquait, appartient au noyau de U, que l'on sait décomposer dans la base des EI, puisque la base des EI engendre l'espace quart de U. Du coup, on sait décomposer Z en une somme des XI EI, et là il ne nous reste plus qu'à recombiner tout ce qu'on en a vu. On sait donc que la somme des XI EI est égale à X moins la somme des YJ FJ. En passant la somme des YJ FJ de l'autre côté, on voit que X est égal à la somme des XI EI plus la somme des YJ FJ, ce qui montre bien que la famille des EI et des FJ est bien génératrice CQFD. Je termine avec la remarque classique de toute cette série. Toutes les démos que j'ai faites ici peuvent être généralisées dans le cas de la dimension infinie. Mais bon, dans le cas de la dimension infinie, ce théorème n'est pas très utile en pratique.